Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, nous sommes sur le dernier audio de ce mois de juillet. Enfin, ça a été un vrai marathon pour moi. Alors, donc on va finir en beauté, on va finir avec l'étoile de l'amour. Comme à la fin de ce conte, on va finir sur l'audio en lien avec l'étoile de l'amour. Alors, vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré et on étudie tous les mois un conte amérindien qui nous parle d'une énergie particulière du mois en cours. Et en juillet, on a étudié le conte Celle qui aime toutes choses. C'était par rapport au caractère sacré de l'amour, la famille, le couple, la sexualité, et puis plein d'autres choses, les blessures du cœur, la guérison du cœur. Et donc, on a eu tout un tas d'audio tout ce mois-ci sur ces sujets-là. Et le conte se finit par, voilà, par quelque chose d'assez étrange où la mère de ce conte, elle s'en va, elle s'élève et elle va rejoindre son mari dans l'au-delà. Elle va le rejoindre, elle va fusionner avec lui dans le soleil. Et voilà ce qu'il est dit. Je vais relire la fin du conte pour nous remettre dans le bain. Donc elle s'élève, elle s'élève de la terre. Un bourdonnement assourdissant emplit ses oreilles. Et voilà qu'elle se sentit flotter par-dessus la rivière. Quand la mère de Clan regarda à nouveau en bas, elle vit son propre reflet dans les eaux d'un étang calme. Elle était devenue colibri et elle volait dans les flots de lumière d'un rayon de soleil. Elle volait droit dans le ciel, traversant le bleu intense de l'espace, jusqu'à ce qu'elle franchisse un mur de flammes, se trouvant propulsée dans le corps de Grand-Père Soleil. Le feu brûla son corps de colibri, et à nouveau elle fut transformée en femme. Et elle se trouvait dans les bras de Chien à Plume. Chien à Plume, c'était son mari, qui était déjà mort. Donc elle se retrouve dans les bras de son mari. Le cercle de leur amour s'achevait avec la réunion de leur cœur. Les deux amants étaient devenus une étoile étincelante. Cette étoile brûlante se détacha du grand-père Soleil et prit sa place dans le peuple du ciel. Pendant ces lunes, l'étoile de l'amour luit dans le ciel, étoilée, et elle est appelée l'étoile du soir. Puis, les 6 autres mois, l'étoile de l'amour apparaît à l'aube, et elle est appelée étoile du matin. À travers l'histoire de Celle qui aime toutes choses et de Chien à plume, nous pouvons voir les deux côtés de notre nature. Cette unité est répercutée par l'oiseau de l'amour et de la joie qui sait qu'il n'y a aucune séparation dans l'esprit humain en dehors des illusions que nous nous imposons nous-mêmes. Le colibri fredonne maintenant et vole en cercle parce qu'il connaît le secret des amants. Aimer toute chose, c'est aimer chacun des reflets de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Voilà, donc le conte se finit comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, j'ai déjà fait deux audios avant celle-là sur notre relation au cosmos. Donc, je vous invite à les écouter si vous ne les avez pas écoutés, parce que je ne vais pas revenir sur ce que j'ai introduit dans ces deux audios qui me paraît important. Et là, je vais avec vous finir par écouter ensemble un peu de qu'est-ce que c'est que cette étoile de l'amour sur différents aspects, comment on peut l'analyser. Alors, il faut savoir que moi, j'y connais rien. Dans le monde des étoiles, j'y connais absolument rien. C'est pas du tout, entre guillemets, ma médecine. Donc, je vais pas vous faire un grand cours, mais je peux vous dire ce que je connais. Et puis, surtout, je vous inviterai à poster en commentaire les personnes qui s'y connaissent un peu plus ou qui ont des documentaires, des liens vers des documentaires à poster dans vos commentaires les compléments d'informations que vous pouvez nous donner pour qu'on aille plus loin dans la compréhension de la fin de ce conte. Donc, la question qu'on peut se poser avec les contes amérindiens, c'est est-ce que c'est une forme de mythologie? Donc, on dit, oh, c'est beau, les deux amants, ils sont devenus une étoile, c'est beau, puis on ferme le livre et puis on s'en va. Est-ce que ça nous parle de quelque chose de concret, presque de l'astrophysique, quoi? Comment c'est que sont créées les étoiles? Et dans ce cas-là, il faudrait se tourner vers un astrophysicien, savoir qu'est-ce qu'il connaît de la création de l'étoile de Vénus. Sinon,
donc voir si ça rejoint le compte. Sinon, ça nous parle d'autre chose. Alors, il y a plusieurs façons d'analyser les symboles. C'est comme un encodage, hein. Il y a des encodages dans les contes spirituels. Et ils essayent de nous dire des choses que l'on ne peut pas encore comprendre parce qu'on n'a pas assez d'intelligence ou la conscience pour le comprendre, mais par les symboles, on pourrait commencer à capter des choses. Voilà, donc écoutez, moi j'en sais rien. Je vous laisserai à vous de vous faire votre propre analyse à vous. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à poster en commentaire votre analyse. Là, moi je me propose de vous parler de l'étoile de l'amour, donc qui est en fait l'étoile de Vénus, sous différents aspects. Voilà, celle que l'on trouve quand on étudie l'étoile de l'amour sur Internet tout simplement. Alors, l'étoile de l'amour, elle est appelée comme ça dans ce conte, en fait, c'est Vénus. Vénus, c'est aussi, on l'appelle aussi l'étoile du berger, et elle est étincelante certains soirs à l'ouest et certains matins à l'est. Donc chaque année, une ou deux périodes de quelques mois nous permettent de l'observer dans des conditions favorables, soit juste après le coucher du soleil, on dit qu'elle est du soir. C'est la planète qui se couche alors après le soleil et elle se cherche donc vers l'ouest à ce moment-là. Donc elle se couche après le soleil quand elle est du soir, soit juste avant son lever quand elle est du matin. Et donc Vénus se lève alors avant le soleil et elle se cherche vers l'est. Donc vous trouverez sur Internet des cartes du ciel en ligne qui vous disent où est Vénus actuellement. Donc on l'appelle l'étoile du berger, mais en fait c'est une planète, ce n'est pas une étoile. C'est une planète qui a un éclat très fascinant, c'est comme un véritable phare, et c'est l'astre le plus brillant après la Lune et le Soleil. En fait, Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil, alors que la Terre est en troisième position. Donc, il y a le Soleil, Vénus et la Terre. Vénus, elle suit ou elle précède de près le Soleil dans sa course, ce qui fait qu'on ne peut pas la voir au milieu de la nuit. C'est pour ça qu'elle n'est visible qu'en début ou fin de nuit. Donc c'est l'astre le plus brillant après la Lune et le Soleil, et comme elle est très proche du Soleil, elle reflète énormément le Soleil. Quand on la regarde au télescope, on dirait vraiment une lune en miniature. C'est vraiment un véritable phare en fait, hein. Elle est très très brillante. Donc, il faut savoir que en fait elle est recouverte de nuages clairs. C'est pour ça que quand elle reflète la lumière du soleil, elle reflète d'une façon assez forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'appelle souvent la planète jumelle de la Terre, parce que leur taille, leur masse et leur composition sont très similaires, même si par ailleurs, elles sont quand même très différentes. Alors, c'est quand même intéressant parce que si on prend ce conte d'un côté symbolique, chaque mois représente une mer et chaque mer représente un aspect symbolique de la Terre, de la planète Terre. Donc voilà, moi je me pose la question, je me dis un aspect symbolique de la planète Terre, et donc c'est la mer et son compagnon, hein, donc c'est qui ce compagnon d'un aspect symbolique de la Terre, et elle va rejoindre ce masculin pour créer l'étoile de Vénus. Bon, ça nous parle de quelque chose. Est-ce que ça nous parle de quelque chose de symbolique, d'énergétique, d'astrophysique? En tout cas, je trouve assez intéressant de voir que dans le conte, la mer part dans le soleil, va créer Vénus. Elle part de la Terre, elle va dans le soleil, elle va créer Vénus. Et donc on voit, quand on étudie cette planète, que Vénus est entre la Terre et le soleil, et qu'on voit aussi qu'elles sont faites à peu près des mêmes compositions. Voilà, je trouve ça intéressant à observer. Voilà, alors là, je vais vous parler de Vénus côté plutôt astrophysique. Ensuite, je vous parlerai de Vénus plutôt côté astrologie et côté aussi de sa mythologie.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Vénus est habitable en fait? Alors, là je le regarde de côté astrophysique, c'est-à-dire physiquement. Donc, il paraîtrait que Vénus aurait été habitable jusqu'à un grand bouleversement il y a 715 millions d'années. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Elle est à 450 degrés et elle a des pluies d'acide sulfurique, ce qui fait que Vénus paraît être comme un enfer en fait sur sa surface qui serait habitable. Mais des simulations climatiques suggèrent que la planète a pu être un temps habitable avec un ou des océans importants jusqu'à il y a à peu près 715 millions d'années. Avec des températures clémentes, elle aurait alors pu abriter la vie. Donc ce que je vous dis là, c'est pas des informations aléatoires, c'est vraiment des informations scientifiques qui sont l'objet d'exploration qui a été fait avec des sondes des États-Unis, de la NASA. Et il y a de la recherche qui est faite là-dessus depuis 40 ans. Donc ils observent à la surface de Vénus des cratères volcaniques. Et ils pensent que c'est une planète assez jeune parce qu'ils ne voient pas de bombardement météoritique, comme ils disent. Donc ils pensent que Vénus a un âge d'environ 500 millions d'années. Donc c'est très jeune. Voilà, donc ils disent que sa taille est comparable à celle de la Terre. C'est intéressant. Et qu'elle aurait eu, elle aussi, donc des mers à une époque. Voilà, là, ça c'est pour le côté astrophysique. Sur le côté un peu ésotérique, voilà, les personnes qui sont un peu canales, un peu branchées à tout le monde des êtres, des peuples des étoiles, nous disent que Vénus est habitée par les Vénusiens, mais pas sous un aspect physique. Ce ne sont pas des êtres qui ont un corps physique, mais ils auraient un corps vibratoire ou électromagnétique. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ce n'est pas ma spécialité. Vous trouverez, si vous fouillez sur Internet, personnes qui pourront vous parler des Vénusiens. Mais mon propos, c'est pas de vous parler de ça parce que je suis incapable de vérifier si ce qu'ils disent est a une part de vérité ou pas. Voilà, je vous laisserai explorer ce monde-là si ça vous intéresse. Et donc, certains médiums canalisent les Vénusiens et nous apportent des messages des Vénusiens. Voilà, avec, je crois, l'idée que ça serait quand même un peuple vibratoirement, la fréquence vibratoire de cette planète serait effectivement une fréquence pleine d'amour et de féminin. Alors, il faut savoir que par rapport à notre compte amérindien, on va retrouver Vénus en septembre, c'est elle qui va initier la mer de septembre. Et la mer de septembre, c'est la mer qui sera porteuse du féminin sacré, c'est la porte de l'Ouest. Donc, il semble bien que dans l'enseignement amérindien, il y a une forte connexion entre la Terre et Vénus et entre l'aspect du féminin, la dynamique du féminin. Alors, un petit clin d'œil, hein, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Voilà, et quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire, et on va le retrouver dans ces contes amérindiens. On va retrouver Vénus qui va venir initier la mer de septembre à des choses très très complexes qui sont en lien avec le féminin sacré. Voilà, donc mystère, il semble qu'il y ait un lien fort entre la vibration de Vénus et la vibration de la planète Terre et la vibration des femmes et du féminin sacré. Donc, en astrologie, qu'est-ce que je peux vous dire sur la signification de Vénus? Donc, l'astrologie, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de science qui va étudier la relation des astres entre eux, de leur position dans les signes du zodiaque. Et l'astrologie, c'est l'art d'interpréter ces configurations entre les astres à une certaine date établie dans une carte du ciel en vue de déterminer le caractère de quelqu'un et de prédire l'avenir. Étymologiquement, le mot astrologie signifie discours sur les astres. Donc, l'astrologie est apparue il y a plusieurs milliers d'années, hein, donc c'est quelque chose de très ancien, mais aujourd'hui, on ne considère toujours pas l'astrologie comme relevant du domaine de la science, parce qu'elle s'appuie sur un ensemble de croyances et de pratiques qui, pour l'instant, n'ont pas de fondement scientifique.
Voilà, ça c'était un petit aparté sur l'astrologie pour les personnes qui confondraient astronomie et astrologie. Alors, en astrologie, du coup, quelle signification a Vénus? Donc, effectivement, on va retrouver Vénus comme étant la planète de l'amour. Elle va nous parler de l'amour et de nos relations. C'est la planète de l'amour et de la beauté. Donc, c'est la planète la plus chaude du système solaire et elle est littéralement la plus chaude de toutes en nous-mêmes, en fait. C'est pour ça qu'une de ses thématiques, c'est l'amour. On parle de désir et de séduction ou bien d'attachement émotionnel relié à Vénus. Donc, selon la constellation du zodiaque où se trouve Vénus à votre naissance, vos rapports à l'amour n'est pas le même et votre langage de l'amour non plus. Donc, Vénus, elle n'est pas uniquement l'astre de l'amour, mais elle parle aussi de notre attachement au sens large et de la manière dont on se relie aux autres. Et cela, qu'il s'agisse de nos relations amoureuses, familiales, amicales et même professionnelles. Donc, Vénus, la planète qui va nous parler de l'amour et des relations, mais elle va aussi nous parler de la notion de possession, de valeur et de plaisir. Donc, suivant la place de Vénus dans votre thème astral, elle chapeaute la manière dont on appréhende nos possessions et notre plaisir. Donc, est-ce qu'on est plutôt maximaliste dans nos possessions, nos plaisirs, ou minimaliste? Dépensier ou économe? Plutôt épicurienne ou sensation forte? Et dernière chose en lien avec l'astrologie, elle va nous parler de l'esthétique et de l'harmonie. C'est la planète qui nous renseigne aussi sur les valeurs qui nous sont chères et notre vision de l'équilibre. Donc elle va évoquer la notion de l'harmonie et de la façon dont on conçoit nos relations sociales et la bienséance, mais aussi notre sens de la diplomatie. Alors on peut l'opposer à Mars parce que Mars nous apprend comment monter au créneau alors que Vénus nous renseigne sur la manière dont on aime faire la paix. Voilà, donc on voit qu'au niveau astrologique, ça rejoint ce que nous dit ce conte amérindien. Voilà, moi je ne suis pas astrologue, je pose la question pourquoi comme ça certaines planètes vibratoirement diffusent un sens des choses plutôt qu'un autre, et Vénus diffuse plutôt la notion de l'amour et des relations humaines. Voilà, maintenant je vais vous parler de son histoire. Alors, comme Vénus est la troisième astre du ciel, en termes de magnitude apparente, c'est-à-dire en termes de luminosité, après le Soleil et la Lune. Donc elle a depuis très longtemps attiré l'attention des premiers astronomes. Donc c'est la première planète à avoir ses mouvements tracés dans le ciel dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Mais comme en fait elle avait ces mouvements de planètes qui semblaient être discontinus puisqu'elle était visible soit que le matin, soit que le soir, ils ont d'abord cru que c'était deux planètes différentes. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé soit l'astre du matin ou soit l'astre du soir. Donc on dit que c'est Pythagore, au VIe siècle avant notre ère, qui a découvert que c'était une seule et même planète. A priori, parallèlement, les Mayas aussi considéraient Vénus comme le corps céleste le plus important après le Soleil et la Lune, et ils pensaient aussi que c'était une seule planète. Donc, ils avaient établi un calendrier qu'on a retrouvé dans le Codex de Dresde. Après, c'est qu'en 1609, avec Galilée, qui a inventé la lunette astronomique, qu'il va pouvoir utiliser donc, sa lunette pour observer Vénus. Il va constater que cette planète présente des phases comme la Lune. Il note qu'elle montre une phase semi-éclairée lorsqu'elle est au plus fort de son élongation et qu'elle apparaît comme un croissant ou une phase complète lorsqu'elle est au plus proche du Soleil dans le ciel. Donc c'est lui qui va en déduire qu'elle est en orbite autour du Soleil, elle aussi.
Donc ouais, il y a eu toute une évolution de recherche physique, astrophysique autour de Vénus. Et puis, c'est avec l'exploration à l'aide des sondes spatiales qu'on commence au début des années 1960 à explorer Vénus. Et depuis, donc, il y a eu à peu près une vingtaine de sondes qui ont visité cette planète. Et jusqu'aux années 2000, c'était surtout l'Union soviétique et les États-Unis qui faisaient ces explorations. Voilà ce que je peux vous dire en résumé sur le côté historique. Et maintenant, je vais finir par le côté mythologique. Donc, dans la mythologie romaine, la planète est considérée comme la déesse Vénus, déesse de l'amour. Elle était assimilée à l'Aphrodite de la mythologie grecque. C'est là que vient également le nom du 5e jour de la semaine, donc vendredi, qui veut dire en latin jour de Vénus. Maintenant, si on regarde la mythologie mésopotamienne, Vénus s'appelle Ishtar, c'est la déesse de l'amour. Donc, un des symboles de la déesse, c'est l'étoile à 8 branches, qui la représente comme l'étoile du matin ou l'étoile du soir. Vous allez voir que c'est les chrétiens qui cassent tout le mythe. Eux, ils vont reprendre le nom de Lucifer, porteur de lumière, parce qu'elle a souvent été nommée comme ça, porteuse de lumière. Voilà, donc eux, ils vont reprendre le nom romain de Lucifer, porteur de lumière, pour désigner l'étoile du matin. Il associe à la chute de la planète dans le ciel à celle d'un ange. Donc cela aboutira finalement à la figure de l'ange déchu Lucifer. Pour les Chinois, la planète s'appelle la planète dorée. Elle est assimilée à l'élément métallique. En Inde, elle est appelée Shukragaha, d'après une divinité de ce nom-là. Et ce nom signifie clair, pur ou éclat de clarté. Voilà. Au niveau contemporain, donc dans notre culture populaire occidentale, la planète de Vénus est donc surnommée l'étoile de Berger. C'est un nom impropre parce que ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Et donc, elle est nommée comme ça parce qu'elle peut être facilement visible dans le ciel du matin, à l'est avant l'aurore, ou dans le ciel du soir à l'ouest après le crépuscule. Donc, on lui a attribué ce nom car les gardiens de troupeaux dans les temps anciens en tenaient compte pour aller dans les pâturages ou en revenir. Donc, à noter que ce qui se dit pour l'instant sur Internet, c'est que l'étoile du berger est parfois confondue avec l'étoile des rois mages ou l'étoile de Bethléem, mais il s'agit d'astres différents. Donc, elle a fait l'objet d'inspiration pour des poètes, pour des peintres, pour des musiciens, où elle incarne la paix, elle incarne la beauté, le féminin, et aussi un rôle de guide. Donc elle a fait aussi l'objet de fiction, de science-fiction depuis le 19e siècle. Donc les écrivains imaginaient qu'il y avait alors des extraterrestres sur Vénus qu'ils nommaient les Vénusiens. Et ça a été possible tant qu'ils n'ont pas exploré avec les sondes, parce que comme elle était entourée de son nuage blanc, on imaginait qu'il y avait une atmosphère d'eau, en fait, et que Vénus pouvait éventuellement être habitable. Donc, il faut savoir qu'en astronomie, le symbole de Vénus est le même qu'on utilise en biologie pour le sexe d'une femme. Donc, c'est un cercle avec une croix pointant vers le bas. Et ça correspond aussi au symbole alchimique du cuivre. Voilà ce que je pouvais vous dire à mon niveau sur Vénus. Donc vous voyez, rien de bien extraordinaire puisque j'ai tout pompé sur Internet pour vous faire cet audio. Alors, si vous avez des choses à nous dire sur Vénus de votre côté, si vous avez des choses que la fin de ce conte vous inspire, ben, n'hésitez pas à nous le partager pour nous rendre un peu plus intelligents. Et je vous dis donc merci pour votre écoute. Je vous laisse une bonne intériorisation avec Vénus, une bonne reconnexion à cette étoile, puisque vous pouvez toujours vous connecter à cette étoile dans votre cœur et voir ce qui se passe. Expérimenter. Et puis voilà, donc c'est la fin de ces audios sur le mois de juillet.
Il va y avoir deux derniers audios pour faire le lien avec août. Un qui va clôturer la porte du sud. On fera un résumé de la porte du sud. Et un autre audio qui clôturera toutes les lunes du masculin pour basculer vers les lunes du féminin. Et donc, je vous donne un rendez-vous ensuite en août pour notre première lune du féminin qui sera de couleur bleue et qui symbolisera, qui nous fera rentrer dans l'élément eau. Alors, bonne décantation et à bientôt pour la suite.